L'article à charge calomnieuse que Marianne m'a consacré, disons que j'ai sous influence, permet d'avoir un peu une réflexion plus générale sur le financement des think tanks. Bon, pour ce qui me concerne, chacun a compris, ça fait 25 ans que je suis attaqué pour les positions sur le Proche-Orient et que c'est plutôt mon indépendance qui est en cause. Et c'est quand même toujours un peu amusant, mais aussi agaçant de voir que des gens dont l'objectif premier est de sanctuariser le gouvernement israélien osent parler d'ingérence étrangère. En fait, les think tanks français sur les questions géopolitiques souffrent plutôt de sous-financement comparé à ce qui se passe à l'étranger. C'est une tradition française, une tradition malheureuse, c'est qu'on ne lutte pas à armes égales contre les think tanks étrangers qui, de différentes manières, soit par l'État, soit par des fondations, ont des moyens très importants. Et dans le débat d'idées au niveau international qui se déroule, eh bien, on est un peu derrière. En fait, les think tanks français souffrent d'un sous-financement par rapport à leurs confrères étrangers, qu'ils soient américains, allemands, mais désormais, effectivement, en Asie, dans le Golfe et un peu partout. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il y a un débat d'idées au niveau international dans ce monde globalisé et que la France peine ou a du mal à faire entendre sa voix qui pourtant doit être singulière. Alors il y a en gros une demi-douzaine de think tanks français qui ont la taille internationale, qui sont reconnus à l'étranger, l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, le CERI, le Centre d'études de relations internationales qui est lié à Sciences Po, la Fondation pour la recherche stratégique, l'IRIS, nous, l'Institut Montaigne au départ c'était pour des questions de politique intérieure, maintenant ils sont également très présent sur le champ géopolitique, l'Institut de l'Or plutôt spécialisé sur les questions européennes et sous une forme un peu différente, Revue et Centre d'idées, Grand Continent. Et chacun a son modèle économique. L'IFRI est très actif avec les entreprises, il a tissé un lien développé de relations avec les entreprises qui financent ses activités. Il y a aussi une subvention d'État. La FRS est plus liée au ministère des Armées, à l'industrie de la défense. Le CERI, c'est le CNRS et Sciences Po. L'IRIS a pour particularité d'être à la fois un think tank et une école de relations internationales. L'Institut Montaigne est financé par les entreprises qui l'ont créé. Et l'Institut L'Or, c'est les institutions européennes et un peu le gouvernement français. Alors, à l'étranger, il y a plusieurs modèles. Dans les pays étrangers, il y a des fondations très puissantes qui financent les think tanks. Il y a aussi, par exemple, en Suède, une subvention annuelle décidée par le Parlement pour le CIPRI. Donc, voilà, c'est tous les ans ça tombe et c'est très bien comme cela. Même modèle pour certains centralement. En fait, il n'y a pas de modèle unique. Et on voit bien aussi en France que chacun a un peu son propre modèle. Donc, en fait, il y a des contrats avec les ministères, des contrats avec les entreprises, des contrats de formation, des contrats avec les collectivités locales lorsqu'on organise un événement et aussi des activités avec les ambassades qui veulent organiser un événement lorsqu'ils ont un ministre de passage. Alors, comment garantir l'indépendance? Parce que si on a des contrats avec l'État, on peut dire, il ne faut pas être trop critique avec le gouvernement en place, sinon il va, fermer les cordons de la bourse. Si on travaille avec des entreprises, on ne peut pas critiquer l'action de ces entreprises, à l'international ou au national, sinon ils auront la même tentation. Alors bien sûr, le soupçon peut toujours, exister, mais en fait, la crédibilité d'un think tank, c'est son indépendance par rapport à l'ensemble des pouvoirs et surtout son travail à long terme. S'il s'inscrit dans la durée, s'il résiste aux épreuves du temps, eh bien, on le voit. Et puis, quand un think tank fait un papier trop élogieux ou une étude trop élogieuse sur l'entreprise, sur un gouvernement et sur un gouvernement étranger, ça se voit immédiatement. Et moi, en tous les cas, je n'ai jamais vu chez mes confrères que je viens de citer ce type de dérive. S'il y a des identités différentes, il n'y a pas vraiment d'opinion des think tanks en tant que tels. L'IRIS n'a pas d'opinion sur tel sujet. Moi, j'ai les miennes, les chercheurs ont les leurs. Et en fait, souvent, au sein d'un même think tank, on peut voir qu'il y a des sensibilités diverses à l'intérieur du think tank. Alors bien sûr, il y a quand même des grandes règles. Si on est violemment anti-européen, on n'ira pas à l'Institut de l'Or. Et s'il y avait un chercheur d'un think tank qui avait des propos manifestement biaisés en faveur de tel ou de tel, cela serait très rapidement repéré. Et donc, on est dans une démocratie. Les think tanks ne sont pas le reflet des positions gouvernementales. Ils peuvent être le reflet de positions nationales, parce qu'effectivement, il y a des positions françaises qui sont différentes. Mais on n'est pas une sorte de perroquet du gouvernement. On peut parfois être critique, parfois l'approuver. C'est sa liberté. Et il faut aussi noter que nous ne sommes pas les agences de communication qui sont extrêmement importantes, qui ont des gros contrats de la part d'entreprises ou de la part de gouvernements étrangers pour faire leur communication. Ce n'est pas le cas des think tanks. Et si on veut travailler avec un ministère, une entreprise ou une ambassade étrangère, il y a des règles très simples. Il faut qu'on travaille avec eux parce que ce sont des acteurs internationaux. On ne travaille pas sur les questions géopolitiques enfermé dans son bureau sans voir personne. Alors, travailler avec les ambassades françaises à l'étranger ou étrangères en France, c'est le boulot d'un think tank parce que justement, il faut faire valoir cette voix française. Et d'ailleurs, malheureusement, une fois encore, elle n'est pas suffisamment puissante. Et il y a des règles très simples à respecter. Eh bien, si on reçoit une personne étrangère, il faut qu'il puisse y avoir du contradictoire.
Moi, j'associe toujours des ONG de défense des droits humains dans les différentes manifestations que l'on fait et cela règle le problème. Il y a des moments où on ne peut plus travailler avec des ambassades étrangères parce que les règles de l'indépendance ne seraient pas respectées. Il me paraît impossible, par exemple, malgré les sollicitations dont on a fait l'objet, de travailler avec l'Iran, l'Azerbaïdjan, où certains vont dans les colloques des Moudjahidines du peuple. Bon, on sait comment ça se passe, ce n'est pas des règles d'indépendance. Et par rapport aux chercheurs de l'IRIS, les règles sont simples. Je n'ai jamais donné d'instruction à un chercheur pour s'exprimer de telle ou telle façon. Il est libre de le faire à condition qu'il respecte les règles déontologiques, ne pas insulter les gens, ne pas diffamer, argumenter, ne pas avoir des arguments d'autorité qui ne sont pas appuyés sur des arguments et surtout sur des faits. Alors, d'ailleurs, vous remarquerez que les autres think tanks travaillent aussi encore plus que nous, parce qu'ils ont plus de bouteilles et plus d'assises que nous, avec des ambassades étrangères, avec des entreprises françaises ou étrangères. Ils ne sont jamais mis sur la sellette. La différence, c'est que j'ai pris des positions qui sont critiquées par certains sur le conflit israélo-palestinien, et que pour me faire taire, certains voudraient bien fermer l'IRIS comme institut, comme dommage collatéral. J'y suis habitué, ça fait 25 ans que ça dure. Donc ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je continuerai à m'exprimer librement et à laisser les chercheurs de l'IRIS en faire de même.